troisième et dernière intervention de la journée, en présence donc de Richard Klein. Merci Richard. Donc, Richard est professeur des écoles d'architecture et chercheur au LACT. Je ne sais pas comment on le prononce, mais ça va, ça passe, bon, c'est parfait. Aujourd'hui, tu viens nous parler donc, autour du Bauhaus, donc, surtout donc, des après, des expériences qui se sont démultipliées après donc, cette expérience initiale, un peu novatrice, qui a un peu bouleversé les habitudes de l'enseignement du design. On en a déjà aperçu quelques répercussions dans les présentations de ce matin avec Léa, mais je ne doute pas que tu nous proposeras une lecture d'autant plus animée et complète sur le sujet. Voilà, donc merci Richard. Merci de cette invitation. Bon, enfin, moi, j'avais dit à Alexandre que je ne ferais pas une espèce d'exposé magistral. Hein. C'est pour ça que j'évoquais une table ronde. Et il faut que je rappelle les circonstances quand même de cette proposition. C'est que j'avais fait pour une association lilloise qui voulait répondre aux injonctions européennes du nouveau Bauhaus, dont tout le monde a entendu parler, vraisemblablement. Mais dont tu peux dire peut-être un mot rapide. C'est un mot d'ordre qui a été lancé quand même par le Conseil européen et avec des perspectives, elles aussi extrêmement vastes. Et donc cette association voulant répondre à un projet dans le cadre de ce nouveau Bauhaus, il m'avait demandé de peut-être évoquer justement ce que ça pourrait être. Alors je leur ai expliqué que moi, ce que je pouvais faire modestement, c'est rappeler quand même peut-être ce que c'était, sans doute les différences qu'il peut y avoir entre ce qui était entendu dans cette injonction européenne et puis la réalité, enfin des origines de cette école. Donc voilà, donc c'est un peu dans cette perspective. Puis ensuite, ça a retrouvé une préoccupation d'Alexandre, qui s'est aperçu que j'étais aussi un ancien enseignant de l'ESAT, puisque j'ai enseigné 4 ans dans un cours qui s'appelait ATC. Ça existe encore ? Art, technique et civilisation, tout à fait. Voilà, donc ATC, et j'avais remplacé quelqu'un qui a eu beaucoup plus d'importance que moi à l'ESAT, puisque c'était Philippe Louguet. Voilà. Donc voilà un peu le contexte. Alors, ce que je vais vous montrer pourrait s'appeler aussi le Bauhaus est mort à Paris, rue Erasme, en 1994, pour paraphraser Charles Jenks, mais parce que je pense qu'il y a eu une étape importante dans les après, qui est la démolition d'un bâtiment sur lequel je vais revenir. Ça a été évoqué dans la discussion précédente, finalement, la question de l'industrie qui est quand même au fondement de tout cela, c'est-à-dire qu'avec un modèle qui est un architecte, d'une certaine manière, qui est Peter Behrens, et qui était, je dirais, qui travaillait pour une firme d'une importance considérable, Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Mais quelqu'un est là pour rectifier dans la salle si je prononce mal. Je suis sous haute surveillance. Donc, cette société qui fournit finalement des appareils électriques, qui est très puissante en Allemagne, fait appel à Peter Behrens, et Peter Behrens dessine des affiches, du logo, en passant évidemment par des appareils comme ce ventilateur et ce bâtiment qui est la halle aux turbines, qui est une halle où on fabriquait des turbines, comme son nom l'indique. Il se trouve que dans toutes les histoires du design, que voilà le mot prononcé, de nouveau, dans toutes les histoires du design, cet exemple de Peter Behrens est avancé, puisqu'on a là un architecte qui, effectivement, dessine pour une industrie des choses d'une échelle extrêmement variable qui vont de l'affiche, du logo, en passant par les bâtiments. Bon, je ne vais pas évoquer plus Peter Behrens, mais il se trouve que Peter Behrens est quand même déjà une école à lui tout seul, puisque dans son agence sont passés énormément d'architectes. Le Corbusier y est même passé, il n'y est pas resté longtemps, mais notamment Walter Gropius, par exemple, et d'autres sont passés par là. Je ferai juste une petite allusion qui n'est pas souvent faite,
c'est sur l'affiche que vous voyez sur la droite, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant qu'on trouve par exemple chez des peintres futuristes qui cherchent à décomposer à ce moment-là les effets de la lumière électrique et donc de l'éclairage. Et donc cette affiche n'est pas seulement qu'une affiche stylisée, il me semble qu'il y a bien d'autres aspects qui sont présentés. Voilà. Donc quant à l'usine de turbines AEG, eh bien, elle va être presque un contre-modèle pour justement Walter Gropius, qui est l'architecte qui dessinera le Bauhaus de Dessau. L'autre point que je voudrais souligner, et que j'utilise très souvent dans mon enseignement, c'est cette caricature de Karl Arnold qui est proposée à propos d'un débat au sein du Verbund en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale. Et à chaque fois que je montre cette image, je me pose la question de savoir si elle est encore d'actualité. Moi, je pense qu'elle est en partie encore d'actualité et qu'elle demande une certaine réflexion de notre part. Enfin, je parle là en tant qu'enseignant, mais en tant qu'étudiant aussi, à savoir, eh bien voilà, quelle version choisissons-nous et quelle version enseignons-nous? Est-ce qu'on enseigne la version du concepteur Henri Van Velde, architecte de l'Art Nouveau, qui dessine une chaise unique, exceptionnelle, pour un client unique? Est-ce qu'on est-ce qu'on enseigne ce que voulait faire Hermann Muthesius? Hermann Muthesius est un personnage très important qui va espionner, pourrait-on dire, la Grande-Bretagne pour ramener la culture des arts appliqués à l'industrie en Allemagne. Et donc Hermann Muthesius, lui, vous voyez, c'est l'inverse, c'est-à-dire l'inverse de Van Velde. Il dessine une chaise standard, c'est-à-dire justement une chaise qui, à l'inverse, pourra être la chaise du grand nombre, on pourrait dire, avec un petit anachronisme, mais on pourrait dire cela. Et puis, à côté, vous avez l'artisan, celui peut-être qui a fait l'école d'art appliqué au sens où, je dirais, Gilles Neveu tout à l'heure l'évoquait, et qui fait simplement une chaise pour s'asseoir, en reproduisant ce qui est considéré comme une tradition, et c'est l'objet, on va dire, de cette caricature. En fait, Muthesius va avoir un rôle très important sur cette question de relation à l'industrie, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Van Velde, quand même, est à l'origine, d'une certaine manière, d'une école d'art appliqué qui est au fondement du Bauhaus. Et ça, c'est quand même un point extrêmement important qui montre que le Bauhaus est aussi fondé sur une sorte d'ambiguïté entre ce qui est la posture artistique et puis ce qui est la posture d'imaginer des produits pour l'industrie. Et je pense qu'encore maintenant, d'une certaine manière, on est dans cette espèce de contradiction, ambiguïté, et que tous les enseignants doivent composer avec cette question de manière permanente. Voilà, je voudrais qu'on passe la suivante. Non, 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 je ne suis pas encore là. Je ne suis pas encore là. Voilà, non, c'est après. Voilà, et donc, bon, l'usine Fagus, 1911, et qui est souvent citée aussi parce que, d'une certaine manière, il y a une sorte, on parle de l'invention du mur rideau, c'est pas tout à fait cela, mais c'est un peu un abus de langage, mais en même temps, voilà, c'est la première fois qu'on trouve cette façade entièrement vitrée avec ces parties noires en acier qui passent devant les abouts de plancher, qui fait qu'on a l'impression d'une façade sur 3 niveaux continus. Pour ceux que ça intéresse, elle a été reconstituée en partie au Victoria and Albert Museum de Londres. Donc on peut en voir un bout, un nouveau bout, si je puis dire. Et puis c'est une usine de forme à chaussures et non pas une usine de chaussures, comme on le cite souvent, qui en fait prend le contre-pied de la halle aux turbines, d'une certaine manière, c'est-à-dire que bien, les angles sont complètement dématérialisés, alors que c'était exactement l'inverse pour le bâtiment
de la halle AEG. Voilà. Donc là aussi, c'est un peu un bâtiment qui va avoir son importance et on peut penser que quand même il a fortement inspiré, cette expérience a fortement inspiré Gropius au moment où il va imaginer le Bauhaus. Le Bauhaus, donc, j'aime bien ce tableau qui provient d'un très bon ouvrage Jacinto Rodriguez qui s'appelle Le Bauhaus, sa signification historique, et c'est un chronogramme qui montre voilà, qui montre l'importance de l'école par le biais, en fait, simplement des enseignants et des étudiants devenus enseignants et ce qu'ils sont devenus. Et il se trouve que, bon, on trouve là, entre Albers, Marcel Breuer, Hilbersheimer, qui est un urbaniste, excusez-moi, le spécialiste de la couleur qui est Itten, Kandinsky, enfin on trouve Hannes Meyer, Mies van der Rohe ou Oskar Schlemmer, donc des artistes, des architectes et des personnalités qui ont eu une importance pendant très longtemps après la durée du Bauhaus. Pourtant, le Bauhaus naît à partir d'une école d'art appliqué à Weimar, c'est l'image suivante, et c'est Van de Velde qui devra quitter l'école parce que en 1919 il y a un conflit évidemment, et donc, mais qui va la diriger de 1904 à 1911 sur le mode vraiment d'une école d'art appliqué avec des productions effectivement qui seront proches, on va dire, proches d'une certaine manière, si on voulait comparer les productions du Bauhaus de Weimar avec d'autres choses qui se passent en Europe, on irait chercher du côté des ateliers viennois, il me semble, c'est-à-dire que ce sont des objets dont les formes changent, qui sont destinés à un usage quotidien le plus souvent, et qui sont imaginés avec une sorte de renouvellement formel. L'école elle-même ressemble à un atelier, c'est ce qu'on voit avec les éclairages de l'étage. Et puis la photo montre effectivement l'importance de ces ateliers. Une école d'art de Weimar qui devient en fait un Bauhaus à partir de 1919 et qui, j'ai mis quelques exemples de productions assez connues de cette école, c'est la diapositive suivante, et avec certaines dont on imagine toujours qu'elles ont été imaginées à Dessau, mais qui en fait ont été imaginées à Weimar. C'est comme la lampe de Wagenfeld à droite, qui est en fait imaginée dans l'école qu'on vient de voir, qui est une école d'art appliqué, hein, y compris d'ailleurs le dessin de Joyce Smith qui est en haut à droite. Mais on peut dire que les productions de ce Bauhaus sont tout à fait comparables avec celles des ateliers viennois qui, auparavant, avaient essayé d'avoir cette relation avec, d'une certaine manière, l'industrie, avec à l'idée de concevoir des objets destinés à une éventuelle production en série, mais qui avaient finalement s'étaient contentés, faute de contrat, d'une production qui était devenue une production luxueuse destinée à quelques élites, même si elles avaient changé de forme. Je pense aussi que le Bauhaus va être confronté aussi à cette question, avec certes un peu plus de succès dans ses relations avec l'industrie. La diapo suivante montre le Bauhaus de Dessau, 1925-1926. C'est Walter Gropius qui le dessine et qui a quelques particularités. C'est un bâtiment quand même qui exhibe un peu ses fonctions en transformant la volumétrie finalement en une articulation de fonctions différentes. Au premier plan ici, ce sont les ateliers. De manière très horizontale, ce qui crée l'articulation avec le bâtiment de logement qui est à l'arrière, c'est un amphithéâtre d'une certaine manière. Les parties destinées aux salles de cours et à l'administration sont de l'autre côté de la rue, puisque c'est un bâtiment pont, c'est ce qu'on voit sur les plans qui sont situés ici. Mais la partie la plus connue, je dirais, du bâtiment est celle qui est située sur la diapo suivante, qui évidemment peut nous faire penser à l'usine Fagus, dans le sens où sur les 3 niveaux d'atelier, on a une façade continue.
une façade continue de verre avec ces petites sections de vitrage. Et puis, on va dire un niveau supplémentaire qui est très intéressant du point de vue architectural, c'est que là, les éléments verriers passent devant les abouts de plancher sans besoin d'occultation, si je puis dire, c'est-à-dire de parties noires. Donc on ne distingue plus du tout le niveau des planchers en question, ou beaucoup moins que pour l'usine Fagus. Ce qui montre en fait une volonté d'exhiber et de donner une expression très singulière à cette partie atelier. C'est ce qui est mis en avant. Donc je pense que c'est quand même une chose extrêmement importante d'imaginer que la première chose qui est mise en avant à l'école, ce sont ces ateliers. Je le rappelle, mais vous le savez sans doute tous, que le Bauhaus ne décerne pas d'autre diplôme que celui de compagnon, en fait, ou l'équivalent de compagnon. C'est-à-dire qu'après un cours préliminaire de 6 mois, en fait, les élèves rentrent dans des ateliers spécialisés et qui ont la particularité d'être liés à la pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'ils vont ensuite se spécialiser, mais ils parcourent les différents ateliers du bois, du métal, souvent par le nom de matériaux. Il y a beaucoup de choses en ce moment sur la question du genre. Il semble que les femmes élèves du Bauhaus soient mises de côté dans l'atelier textile un peu systématiquement, d'après ce que j'ai compris. Et donc ces différents ateliers, c'est ce qui va créer l'enseignement. C'est-à-dire, on a parlé tout à l'heure du fer. L'enseignement du fer passe par cette pratique d'atelier. Mais il y a aussi des cours théoriques, bien sûr, et puis avec des personnalités qui ont plus ou moins d'importance, y compris dans une forme d'idéalisation de l'artisanat. La référence qui est souvent prise, c'est l'idéalisation des corporations, pratiquement l'idée du Moyen-Âge avec le compagnon. Le Bauhaus il ne donne pas le diplôme d'architecte. Les architectes, ils vont devenir architectes en praticiens, mais en même temps, il y a une partie qui est consacrée à l'architecture, mais ils suivent le même cursus. C'est important à un moment donné où on parle beaucoup de protection des titres, des enseignements, de leur caractère diplômant aussi. Ça mérite aussi d'être médité. L'autre particularité, c'est la diapo suivante de cette partie-là. Elle pour un pli qui est plutôt architectural, c'est cette image. Parce que cette image, elle a frappé tous les esprits, parce qu'elle correspond à une idée en architecture qui a été très importante pour tout le mouvement moderne, c'est la dissociation entre la structure et la clôture. Et il me semble très important qu'elle ait lieu dans des ateliers du Bauhaus. Le fait, effectivement, que Walter Gropius ait choisi de dissocier ce qui constitue la peau vitrée du bâtiment, donc sa clôture, ce qui le ferme du point de vue du climatique, on va dire, et par contre de montrer et d'exhiber même de quelle manière la structure est dissociée de cette clôture. C'est-à-dire qu'elle est à l'intérieur, la façade est tenue en console, et donc c'est une manière d'exprimer une forme de liberté par rapport à la convention de l'architecture. Et c'est aussi une des particularités de ce courant avec, vous voyez, une façon aussi de montrer que, par exemple, même les éléments du second œuvre, comme les radiateurs, sont dissociés des murs et de la clôture. La photo que je préfère des ateliers est la suivante. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des endroits, là je vous ai montré une photo du bâtiment restauré qu'on visite maintenant, qui est encore une école, mais dont les ateliers ne sont plus utilisés en fait. Mais la vraie photo, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, on est très proche du point de vue de l'activité de ce qu'on avait à Weimar, avec des étudiants qui travaillent. Ils travaillent voilà, sur des établis, ils découpent, voilà, ils assemblent, ils soudent, ils forment. Et vous voyez, bon, le caractère atelier, c'est celui-là qu'il faut retenir, et pas le caractère un peu désincarné qu'on voyait auparavant, qui était très intéressant du point de vue pédagogique et du point de vue architectural, qui l'est moins du point de vue, si on veut se figurer, du fonctionnement de l'école, si je puis dire. Voilà, les productions de l'école, elles sont très connues. Vous pouvez passer la diapo suivante, on nous donne un aperçu.
Et évidemment, elles sont sans doute stylistiquement plus conformes aux objectifs de relation avec l'industrie, au moins formellement parlant, parce que ce n'est pas tout à fait une réalité, mais par contre, certaines d'entre elles ont effectivement rejoindre l'industrie avec notamment le soutien des meubles Tonnet, par exemple, pour Marcel Breuer ou Martstam, ou encore de production d'éclairage. Donc, bon, c'est souvent ce qu'on retient de l'école en question dans ces productions. Bon, je rappelle que ça a donné lieu à pas mal de débats parce qu'au sein même du Bauhaus et au sein des différentes directions, parce que en réalité, ce sont des contrats qui sont passés avec l'industrie. Et ce n'est pas accepté de manière univoque et uniforme par l'ensemble du corps enseignant. La partie plus artistique, par exemple, reproche presque à l'école d'utiliser ces relations directes avec l'industrie pour que l'industrie commande en fait des modèles au Bauhaus. Donc en réalité, les choses ne sont pas si homogènes que ça, et il y a aussi des résistances. Cette image montre que le Bauhaus n'est pas exempt d'autres inspirations et d'autres influences, celle du mouvement de Stihl notamment. Il y a énormément de productions au sein du Bauhaus. C'est visible là avec le photomontage que vous avez sur la droite, qui est très influencé par de Stihl, par Theo van Doesburg ou par Mondrian, et mouvement qui naît en 1917 aux Pays-Bas. Et puis, ce qui me semble aussi très important, c'est à quel point dans l'école, ça aussi c'est un modèle qui dans certains cas a influé beaucoup d'autres établissements, la production pédagogique de l'école en fait est considérée comme un produit de l'établissement. Et donc c'est Moholnoy qui dessine les livrets du Bauhaus et qui les compose en reprenant exactement ce qu'il enseigne du point de vue de la composition graphique. Et bon, l'idée d'avoir comme ça un établissement qui, de la production de ces livrets pédagogiques jusqu'à l'architecture, représente une forme de stylistique particulière. Alors, voilà, cette image-là, je la montre dans mon cours de première année. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une confusion chez les étudiants entre ce qui est le fonctionnel et ce qui est fonctionnaliste. Et en fait, le jeu d'échecs de Joseph Hartwig est une petite merveille stylistique, puisque c'est quelqu'un qui va proposer... C'est un jeu d'échecs de transport, c'est pour cela qu'il y a des trous sur les cases. Il est réédité d'ailleurs maintenant. Et en fait, dans l'esprit des étudiants en architecture, fonctionnaliste et fonctionnel, c'est la même chose. Donc, et ils ont du mal à s'imaginer que le fonctionnalisme, c'est une plastique, c'est une esthétique, et que donc on peut faire de la fonction des formes spécifiques. Or, il y a toute une partie de l'enseignement du Bauhaus qui est quand même liée à ça, et qu'il est assez difficile d'expliquer de nos jours. Par contre, avec ce jeu d'échecs, on arrive bien à l'expliquer, puisqu'à la fois on pulvérise la tradition du jeu d'échecs qui repose sur une hiérarchie, je dirais, sociale, entre le roi et puis le pion, le serviteur, et on utilise une autre hiérarchie qui est la hiérarchie du déplacement des pièces sur l'échiquier, et qui produit une forme qui est stylisée. Alors je trouve que cet exemple d'une production du Bauhaus est très utile d'un point de vue pédagogique. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'une certaine manière à partir de 1933, en fait, à partir de 1930, le Bauhaus se déplace à Berlin, c'est Mies van der Rohe qui le dirige, et puis un bon nombre d'enseignants vont émigrer aux États-Unis. Et en réalité, dès 1938, le Bauhaus va être l'objet d'une exposition importante au Musée d'Art moderne de New York. Et donc, c'est le catalogue, la photo du catalogue, enfin la jaquette à droite, et puis
la couverture à gauche, et une exposition qui va avoir un retentissement énorme, mais aussi qui va s'appuyer sur les émigrés du Bauhaus qui vont enseigner aux États-Unis. Et donc il va y avoir 3 écoles qui vont, on va dire, être une sorte de développement du Bauhaus aux États-Unis. Le Black Mountain College, le New Bauhaus de Chicago, ça c'est Maolinagi notamment qui le dirige. J'ai prononcé un peu plus, voilà, j'ai prononcé à la française. Hein. En hongrois, c'est un hongrois, ça ne se prononce pas du tout comme ça. Et donc le laboratoire School of Industrial Design de New York, qui est la 3e école. Qu'est-ce qu'on remarque quand on regarde la production de ces écoles, la production pédagogique, c'est qu'elle repose sur une chose fondamentale qui était au Bauhaus, qui va essaimer partout, qui est devenu ce qu'on a appelé ensuite le basic design, avec ce première année élémentaire, où finalement les étudiants passaient du temps à dessiner des choses considérées comme élémentaires, mais extrêmement pédagogiques, qui sont soit des manipulations de volume, soit du dessin de textures, par exemple, qui ont donné lieu à des dessins. Et c'est ce qu'on voit en fait ce sont des travaux d'étudiants qui sont montrés des 3 écoles là, que l'on voit. Et en fait, je pense que s'il y a eu un effet dans le temps sur ce qu'a été le Bauhaus, c'est cette dimension-là qui a perduré très longtemps, y compris dans des établissements qui n'avaient pas la même vocation de relation à l'industrie, par exemple, ou de produits même pour le plus grand nombre. Mais par contre, cette question pédagogique du basic design, elle a eu énormément d'influence aussi pour l'enseignement de l'architecture. Et il y a des écoles, je fais partie peut-être de la dernière génération j'ai eu des enseignants dont notamment les cours d'art plastique étaient fondés sur cet enseignement-là. Hein. Ce n'est plus le cas maintenant, mais en tout cas plus dans l'école où j'enseigne et dans plusieurs écoles que je connais. Mais par contre, ça a eu énormément d'importance dans l'enseignement de l'architecture, hein, y compris. Donc, je pourrais vous retourner la question par rapport à ce qui se passe dans les écoles de design ou d'art appliqué, hein, ou appelez comme vous voulez, ou d'art décoratif peut-être. Mais oui, ça, je suppose que c'est encore présent, mais je n'en suis même pas sûr. Oui, c'est encore présent à des degrés différents sans doute. On ne m'entend pas, c'est ça, oui. Pardon. Ils me font la réflexion depuis le début de la journée. Mais, ils sont même pas épuisés. Mais bon, soit, oui, ça existe, avec peut-être plus ou moins de régularité et de prolongement peut-être, parce que ce qui est le plus intéressant justement dans cette méthode, dans cette approche, c'est justement donc les développements. C'est pas parce qu'on a construit une forme avec un pliage, un découpage qu'on a pu s'appuyer dessus pour analyser le résultat, commencer à identifier, faire des constats, à nommer les choses et puis envisager des transpositions, puisque ça va bien au-delà forcément de la simple manipulation du bricolage. C'est toujours avec l'idée, sur tel ou tel principe, hein, on se concentre peut-être davantage sur des principes, on ne fait pas tout, on ne laisse pas totalement libre, selon les niveaux, hein, élèves ou étudiants, sur faites ce que vous voulez avec du papier, mais il faut que ça tienne, quoique ça peut arriver. Mais voilà, on calibre peut-être davantage certaines séances sur des principes spécifiques et en imaginant quelles diverses solutions, finalement, les élèves ou les étudiants sont parfaitement en mesure ou de reproduire, voire même d'inventer, puisqu'il y a derrière ce processus-là cette potentialité, en tout cas, au-delà du jeu. Mais, Alexandre, vous ne me répondez pas. Est-ce qu'on dessine encore des bouts de ficelle, des cordes et des bouts de tissu dans les écoles ? Ça arrive, bien sûr. C'est ça ma question. Tout à fait. C'est ça où je dis que sans doute cette chose-là n'existe plus. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. C'est certainement pas un passage obligé.
Encore une fois, on évoquait ce matin la liberté pédagogique, l'impact avec les thèmes ou les projets sur lesquels donc, parfois les équipes enseignantes amènent les étudiants ou les élèves à s'engager. Mais si la thématique ou le projet le justifie, on ne s'empêchera certainement pas justement de passer par ces étapes entre guillemets plus descriptives, analytiques ou plus conceptuelles pour la suite. Très Mais bien. on ne peut certainement pas les engager. Ça, c'est peut-être, je sais pas, on me contredira sans doute, j'espère, en tout cas, si c'est pas le cas. Enfin, moi, j'aimerais bien qu'on en Mais discute. on ne peut certainement ensuite. pas s'engager au stade où ces écoles avaient pu le faire par rapport à la configuration actuelle les répartitions en équipe enfin déjà en tout cas à l'ESAT. Mais ailleurs, je ne saurais trop que dire. Confirmez-vous plutôt. Ouais. Et étonnamment, il y a parfois des choses qui reviennent. Peut-être que, ouais, merci pour faire circuler un micro. Si, sinon ils t'entendent pas. Et à la captation, ceux qui iront se brancher n'auront pas accès à ce que tu dis. C'est simplement pour dire qu'on est passé peut-être d'une phase où il y avait de l'observation, il y avait quand même de l'étude, de la décomposition, à une phase de construction, de conceptualisation, qui est, je dirais, aujourd'hui assez gigantesque, même si on fait de l'expérimentation derrière. Ce qui peut-être ce qui a changé, c'est qu'on utilise plus des modèles extérieurs. Il y a des emprunts, il y a des mélanges, mais il n'y a pas d'observation directe aussi, je dirais, féconde qu'il y a eu il y a 30 ou 40 ans. Enfin, du moins, moi je dis ça parce qu'en arrivant à l'ESAT et en ayant eu en charge les premiers blues, je sais qu'on avait aussi cette pratique avec les exemples du Pavlovos, mais on avait un dessin d'observation qui était très très rigoureux. Voilà. Je dirais qu'on évoluait et la tendance aujourd'hui, c'est peut-être de revenir un petit peu en arrière pour essayer de se dire on n'a jamais assez observé, de peut-être reproduire aussi des images, enfin produire des images par soi-même, parce que je dirais effectivement le mix d'images qui n'appartiennent pas à soi a été pendant 10 ou 15 ans une pratique un petit peu trop, je dirais, répandue. Ouais, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec Alexandre sur le fait que les années de propédeutique, elles sont toujours présentes à différents degrés dans les différentes écoles. Je pense qu'elles se perdent aussi un petit peu aujourd'hui, justement avec la démarche de projet, où tout le travail de dessin, d'observation ou d'expérimentation, il se fait à un instant T en fait d'un projet. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression de constater que ça se passe plutôt comme ça. Mais l'autre chose, en fait, et là aussi, c'est un constat, bon, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais j'ai l'impression qu'il y a moins de facilité aujourd'hui à mettre en œuvre des années un peu comme ça, puisque j'ai l'impression que les étudiants veulent un peu tout de suite. Et que dès qu'on fait des choses qui s'écartent un peu, qui sont peut-être plus sur le dessin d'observation, tout de suite, c'est je comprends pas pourquoi on fait ça, ou à quoi ça sert, ou c'est pas ça que je veux faire. Et il y a beaucoup aussi de démissions, parfois, en début, parce qu'ils ont l'impression que c'est pas ce qu'on va faire, mais en fait, si, mais il faut se laisser le temps. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup cette envie d'avoir tout de suite, et tout de suite se lancer dans le projet pur et dur, sans avoir acquis effectivement certains savoir-faire ou ouais. Enfin, en tout cas, j'ai ce sentiment-là. On est confronté assez souvent, c'est vrai, à des élèves ou à des étudiants qui s'imaginent que s'inscrire dans des formations en design, peu importe le niveau, va leur permettre tout de suite de pouvoir presque pouvoir faire la démonstration du fait de pouvoir projeter un objet, un produit ou voilà, une architecture qui sera réalisée et que par la magie presque de la simple pensée, la chose va se transposer
de manière presque naturelle, mais par d'autres sans doute, dans leur esprit, hein, j'imagine, en réalité concrète, avec une photographie sur un catalogue sur lequel on met un prix. Et comment dire, cette étape intermédiaire où l'on questionne, où l'on cherche même les proportions, s'il s'agit de se projeter graphiquement, où on reprend sans cesse pour affiner, où on déploie, où on s'engage dans des variations de forme pour avoir devant soi la possibilité de faire un choix ou des choix, pour éventuellement encore sélectionner une ou deux propositions, en tout cas, ou hypothèses à un moment donné, pour encore les affiner et les conduire, parce qu'on aura défini ce qui fait leur spécificité et leur intérêt, mais qu'on peut encore affiner. Voilà, ça c'est un des exemples, mais effectivement, on a souvent l'impression d'avoir affaire à des jeunes qui veulent tout de suite, et en même temps, puisque voilà, les expériences, les groupes, la réalité du terrain, nos élèves, nos étudiants sont différents d'une année sur l'autre, d'une classe à l'autre, d'un groupe à l'autre. Les configurations d'échanges, etc., font varier énormément et l'atmosphère et aussi parfois les déclenchements, ou les déclencheurs. On a encore des élèves, malgré tout, ou des étudiants qui aiment passer par ces étapes où ils n'ont pas trop à penser à ce à quoi ça va servir, parfois, parce qu'il ne s'agit pas de leur passer une commande, je veux une chaise pour m'asseoir, hein, on n'est pas non plus dans cette logique-là, mais aiment ces étapes de jeu, d'observation des possibles, et puis de constitution, presque de collection d'échantillons, qui sont, à mon avis, encore, on en parlait tout à l'heure, hein, vraiment fondamentales pour exercer le sens critique, leur autocritique, parce que oui, tout ce qu'on produit n'est pas bon, et si on ne veut produire que des choses bonnes, on va beaucoup souffrir avant d'y arriver. Et ça, c'est effectivement ce qu'il faut absolument éviter pour les en dégoûter, hein, tout simplement. Il faut pouvoir s'émouvoir des choses qui n'ont que peu de sens au premier abord, mais qui peuvent finalement, au fur et à mesure, quand on l'observe sous d'autres angles, ou quand on le transpose dans des situations ou concrètes ou variées, devenir vraiment intéressante pour engager le discours et la question, quoi. En tout cas, il me semble très important d'imaginer que la plupart des architectes qui ont eu une activité assez intéressante aux États-Unis et plus globalement dans le monde entier pratiquement, sont issus souvent des écoles que j'ai mentionnées, qui se situent dans la continuité justement de cet enseignement du Bauhaus, avec en plus en Europe cette version-là qui est l'école d'Ulm, qui est fondée par Max Biel entre 53, qui fonctionne entre 53 et 68, avec aussi une relation très directe, dans l'affiliation très directe avec le Bauhaus, et avec des productions aussi destinées pour l'industrie, et aussi des contrats, et qui a donné lieu à des designers très connus comme Dieter Rams, par exemple, ou Maldonado, ces gens-là travaillant pour des firmes très connues, que ce soit Braun à l'époque, ou des producteurs de vaisselle, d'objets du quotidien. Donc vraiment là, avec une filiation directe, avec un système de commande aussi à l'école. Voilà, la Hochschule für Gestaltung n'existe plus, mais le bâtiment existe, il est de Max Biel, hein, c'est Max Biel qui l'a conçu, il a été restauré il y a peu de temps d'ailleurs, c'est une restauration absolument remarquable, et dans laquelle on trouve maintenant les archives municipales notamment, et une sorte de pépinière, encore une activité liée à la conception d'objets, mais sous la forme d'une sorte de pépinière d'entreprise, voilà. Donc, mais ce n'est plus une école en tant que telle comme cela a été. Et puis en France, ça m'a fait plaisir
si on peut mettre la suivante, merci, d'entendre le mot tout à l'heure, parce que je pensais que ça avait disparu des esprits, hein. C'était disparu des esprits, l'Institut de l'environnement. En France, il y a eu un court moment, effectivement, de filiation directe aussi, grâce à un enseignant qui s'appelait Claude Schneit, rue Erasme à Paris. Donc l'Institut de l'environnement, qui a été au fondement, dans le milieu de l'architecture, de la recherche en architecture. C'était un institut de recherche. Le bâtiment est très intéressant. Il est conçu par un architecte pas très connu qui s'appelle Robert Joly, qui est le frère d'un photographe très connu qui s'appelle Pierre Joly, qui faisait des reportages sur l'architecture dans les revues grand public avec sa compagne qui s'appelait Vera Cardo, donc, qui ont photographié toute l'architecture contemporaine des années 60. Et Robert Joly était un architecte et qui a fait appel à Jean Prouvé pour équiper le bâtiment des panneaux de façade, puisque les panneaux de façade sont des panneaux de la CIMT, qui est des panneaux industrialisés qui ont composé le bâtiment. Des critiques comme Boris Bessé considèrent ce bâtiment très modeste, hein. Vous voyez, c'est un bâtiment très simple, fait avec des assemblages de panneaux industrialisés, comme anticipant bien des architectures, je dirais, qui viendront par la suite, notamment le fait que les contreventements soient repoussés à l'extérieur. Ce sont des choses qu'on a trouvées bien après. Le bâtiment a une fortune un peu triste, puisque c'est une commande directe d'André Malraux initialement, dans le sens du renouvellement de l'enseignement de l'architecture en France, hein, c'était ça l'objectif. Ça ne va pas durer très longtemps, ça va être occupé ensuite par des tas d'autres institutions. Et quand je disais que mon intervention aurait pu s'appeler le Bauhaus est mort en 1994, rue Erasme, on va mettre la suivante, c'est parce que le bâtiment, en fait, a été réutilisé, le site a été réutilisé par l'école des arts décoratifs. Et en fait, ce bâtiment a été détruit. Ça a fait la joie des antiquaires qui ont récupéré les panneaux de façade qui sont vendus une fortune maintenant, qui étaient fabriqués d'ailleurs par la CIMT à Valenciennes. Et en réalité, il a été remplacé par le bâtiment que vous voyez là, et entre autres avec une équipe associant un architecte, Luc Arsène-Henry, et un designer, Philippe Starck. Et donc, d'une certaine manière, et par une institution qui est l'école des arts décoratifs. Et pour moi, symboliquement, voilà, ça a été un moment extrêmement important, puisque je suis allé le photographier quand on le détruisait. C'est la démolition de ce bâtiment qui était pour moi la trace la plus, peut-être, la matérialisation la plus évidente de la continuité de cet enseignement issu des avant-gardes des années 30. Eh bien, en fait, elle a été détruite par un bâtiment de l'école des arts décoratifs, d'une certaine manière, et conçu en partie, puisque c'est Starck qui a conçu la façade, qui est faite en fait de panneaux de marbre qui paraît homogène la nuit, et qu'en fait a une partie, comme vous le voyez dans cette photo, qui est translucide en fait, et qui devient centrale. Donc c'est un grand cadre, hein, et qui évidemment n'a plus rien à voir avec le bâtiment d'origine. Voilà, donc pour évoquer les suites du Bauhaus, je pense que à partir de cela, en 1994, je me demande s'il y a vraiment une suite effective de l'enseignement du Bauhaus dans la pédagogie en France. Question ouverte, du coup. Je ne vais pas me lancer à répondre tout de suite, me laisser le temps un peu de l'observation. C'est vrai que donc, Philippe Starck, la seule intervention là ici pour les arts décoratifs, c'est la façade. Oui. Son auto, d'accord. Okay. Ça fait penser à bien des choses que l'on connaît bien aussi dans la région. La façade de la Treille, par exemple. Donc ce rapport à la transparence qui est ici, mais effectivement dans un autre contexte. C'est d'ailleurs la même logique de transparence. C'est une bonne comparaison, c'est vrai. Alors, parmi le public, s'il y a des questions ou des réactions à cette présentation, en tout cas cette série donc susceptible de faire des déclenchements, oui. Dans le
jeu d'échecs, il n'y a aucune différence entre fonctionnel et fonctionnalisme. Simplement, je parlais des étudiants qui généralement associent fonctionnalisme non pas à une esthétique, à un courant esthétique, à une plastique, mais plutôt au fait d'être fonctionnel. C'est-à-dire, par exemple, cette chaise, tu vois, je suis assis dedans, elle est fonctionnelle. C'est le niveau, on va dire, 1 de la fonctionnalité, c'est de pouvoir s'asseoir dans une chaise. Le fonctionnalisme, c'est tout à fait autre chose. Et ce qui illustre bien ce jeu d'échecs, c'est la plastique issue de l'expression de la fonction. Dans ce sens, pour moi, c'est un bon exemple pour illustrer ce qu'est le fonctionnalisme en architecture, qui est tout sauf un degré zéro de la forme. Le fonctionnalisme est tout à fait autre chose. J'aurais pu montrer des bâtiments qui ont été l'emblème du fonctionnalisme, comme l'usine Van Nelle, de Brickman et Van der Vlugt, que je prononce très mal, les étudiants, des architectes néerlandais, l'usine de tabac et de thé à Rotterdam, qui est une usine qui est présentée comme, comme une expression de son fonctionnement. Donc c'est une usine aussi très transparente, où on voit le cheminement de l'empaquetage et des différents stades de fabrication. Ça n'a rien à voir avec... elle est évidemment fonctionnelle, mais comme aurait pu être une usine lambda. Donc c'est simplement un outil pédagogique, le jeu d'échecs de Hartwig. Est-ce que c'est plus clair? Un peu, mais c'est un insatisfait permanent, mais c'est un bon sentiment. L'insatisfaction permanente guide l'architecte. Les mêmes questions se posent aussi sur les termes de modernisme et de moderne, voire même de modernité. Donc fonctionnel, fonctionnalité, fonctionnalisme, rationnel, rationalité, rationalisme, tous ces termes-là peuvent évoquer ou des doctrines ou des dynamiques ou le résultat ou juste une temporalité selon leurs usages, et ils font absolument pas consensus historiquement dans les écrits aujourd'hui. C'est un vrai défi, c'est une des questions qui est la nôtre, à laquelle on apportera sans doute que quelques éléments de réponse dans le cadre d'un gros projet qui nous tient depuis quelques mois là, à l'ESAT, cette exposition donc intitulée Lost Modernism, puisque précisément on a l'impression que cette notion, nos élèves, nos étudiants ont bien du mal à la verbaliser, et parfois même nos collègues, et nous-mêmes, puisque lorsqu'on se plonge dans les écrits d'historiens, de philosophes, bref, tous ces auteurs qui ont eu à un moment des propos, finalement, finissent par parfois se contredire, parler de mouvements ou de notions ou de courants qui en fait ne désignent absolument pas la même chose, et on s'y perd. Et donc derrière cette question du langage, parce qu'il n'y a pas que des questions de langage, il y a aussi des questions d'expérience qui n'est jamais d'ailleurs totalement collective dans une époque donnée, avec des acteurs, des observateurs, tout cela nous donne beaucoup de grains à moudre, et essayer de retrouver un peu d'ordre dans tout ça n'est vraiment pas simple. Donc oui, mais en tout cas déjà si on se pose la question, c'est qu'on ne fait pas que recevoir une notion comme une vérité absolue et qui s'impose comme une évidence, puisqu'en fait il n'y a jamais vraiment grand-chose d'évident. Alors oui, en début de ton exposé, ta conférence, Richard, tu parlais d'ateliers en France qui ont essayé, qui sont inscrits un peu dans le même esprit, à savoir d'associer à la fois des critères esthétiques ou artistiques et une certaine volonté d'industrialisation de ces produits. Je ne sais pas de quel atelier il s'agit, je n'ai
pas saisi le nom, ou je ne connais pas. Et je me suis demandé, est-ce que c'est un phénomène plus culturel peut-être, de vouloir dissocier justement l'artistique de l'aspect plus industriel ou technique. J'ai pensé parce que l'enseignement de l'architecture, par exemple, en Allemagne ou en France, est très différent. Et en France, on sépare l'aspect plus artistique, en tout cas ce que j'en sais, de l'aspect plus purement technique. En Allemagne, on est ingénieur. Donc, est-ce qu'il y a une différence culturelle entre la France et l'Allemagne par rapport à l'association ou la proximité qu'on peut construire entre à la fois l'aspect, enfin, l'artistique et l'exploitation industrielle ou l'industrie? Est-ce que ça pourrait être un phénomène culturel ou ça a une autre explication? Je ne sais pas si je peux donner une explication, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe des différences énormes du point de vue de l'enseignement. Et l'enseignement de l'architecture, c'est un bon exemple, puisque il est complètement dissocié de ces questions d'art appliqué, par exemple en France, alors que ce n'est pas le cas dans certains autres pays. Et donc, le poids des beaux-arts, quoi qu'on en pense, je veux dire, puisqu'il s'est répandu aussi dans d'autres pays, mais le poids des beaux-arts et de l'académie, de l'enseignement académique, n'est pas le même dans d'autres pays, et particulièrement en Allemagne. Donc, ceci expliquant cela, mais par contre, puisque ici on évoque aussi la question des arts appliqués, il faut savoir qu'en France, il y a énormément d'enseignements d'arts appliqués qui, dans les années 20, enfin même fin du 19e, pour des raisons qui ont été aussi évoquées tout à l'heure, qui est le besoin des industriels et des activités commerciales d'avoir des gens formés à ces questions-là, d'art appliqué. Il y a énormément d'enseignements municipaux, par exemple, qui avaient leur valeur, bien sûr, qui ont formé notamment des collaborateurs d'architectes à l'époque, ou des gens qui ont fait architecture ensuite. Mais il y a aussi une formation d'architecte, par exemple, à l'époque, à l'école des arts décoratifs. Quand on voit sur des plaques d'architectes EDA, par exemple, il y a eu un moment où l'école des arts décoratifs formait des architectes, ou encore d'autres établissements qui formaient des architectes où il y avait une formation différente que celle de l'école des beaux-arts. Donc ça fait une grosse différence avec la manière dont la question de la formation pratique est traitée dans les autres enseignements, dans les enseignements ailleurs en Europe. Voilà. Et c'est un poids qui existe encore énormément maintenant, puisqu'on considère, Gilles ne sera peut-être pas d'accord avec moi, que l'enseignement, y compris dans les écoles d'architecture qui sont de plus en plus proches de l'université en France, y compris l'enseignement qu'on appelle l'enseignement d'atelier, est en fait issu d'une filiation directe avec l'enseignement des beaux-arts, hein, d'une certaine manière, avec le professeur d'atelier, le maître et ses élèves. À côté de ça, il y a d'autres enseignements dits annexes. Et ça, ce fonctionnement n'existe pas forcément partout. C'est pas du tout... c'est quand même une particularité française qui a fait des petits aussi, hein, qui a eu de l'influence sur d'autres enseignements, mais il y a d'autres manières de faire. Et de faire justement, c'est-à-dire d'enseigner avec un poids très fort des arts appliqués, y compris pour l'enseignement d'architecture. D'une certaine manière, on peut se demander si justement ce qui est proposé au sein du Bauhaus n'est pas lié à l'apprentissage que représentent les arts appliqués par rapport à des pratiques différentes, notamment de la conception en architecture. Parce que, mine de rien, les personnes qui ont suivi l'enseignement du Bauhaus sont devenues architectes sans du tout avoir eu des cours de ce qui paraît indispensable maintenant à un architecte. Tu voulais réagir? Oui, vas-y. Oui, je voulais revenir sur cette scission que vous évoquiez entre l'art et l'industrie au début et sur laquelle vous aviez rebondi.
Moi, j'aurais répondu par oui, qu'elle est bien culturelle, et notamment en ouvrant justement le territoire, en allant par exemple au Japon, où justement il y a, pour citer par exemple Sori Yanagi, ou Sotsu Yanagi, pardon, le père, où justement il y a cette idée en fait peut-être de banalité, où l'art et l'industrie, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment dans la fabrication d'objets et l'ambiance matérielle du monde quelque chose qui était totalement connecté justement entre ces deux pôles qui sont pourtant en Occident bien séparés. Et il y a, je dirais, un héritage de ça qui se traduit dans des projets, par exemple avec Jasper Morrison, où il y a justement cette idée de banalité, où peut-être c'est un peu une notion qui pourrait faire office d'un moyen de rassembler justement l'art et en même temps la production, on va dire, en grande quantité. Et en même temps, on vit une époque avec la globalisation où ces méthodes, ces approches, y compris spirituelles, parce qu'elles ne sont pas que... Bien sûr, on parle de culture au sens large, mais les approches, les sensibilités, qu'on va peut-être plutôt mettre du côté comment dire, du ressenti ou de l'émotion, ne sont pas forcément abordées de manière exclusive. Elles se complètent, elles s'enrichissent parfois d'approches beaucoup plus scientifiques, voire en étroite dépendance avec des ingénieurs. J'ai l'impression qu'en fait, il n'y a pas... On parle de globalisation des formations. On est resté quand même un bon moment sur le modèle français, et puis de notre actualité pour les formations relevant de l'éducation nationale. Mais on a aussi évoqué d'autres ressorts que les ressorts culturels, c'est les ressorts politiques, économiques et les enjeux de pouvoir qui, à un moment, même à des échelles très locales, et on revient aujourd'hui à la fois dans cette espèce de grand accordéon entre un éloignement, mais la possibilité d'avoir accès à ce qui se trouve très très loin de nous, ou en tout cas d'avoir un accès et de se l'interpréter à distance. Ça, déjà, il peut y avoir une certaine, enfin, une autre distance du coup, qui n'est pas que physique, en tout cas, et en même temps des situations très locales où forcément ce que nous vivons ici à Roubaix n'est pas la même chose que ce qui se vit, je ne sais pas moi, à Brest ou dans d'autres pays, pas forcément très, très, très loin des nôtres. Et du coup, ces modèles sont loin d'être aussi, enfin en tout cas ils me paraissent pour moi loin d'être aussi catégoriques. Il n'y a pas, comment dire, de bipolarité nord-sud. D'ailleurs, je me demande si elle avait même vraiment existé un jour, cette comment dire, cette confrontation vraiment en miroir de modes de pensée ou de sensibilités opposées ou différentes. J'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus chacun est libre d'y piocher un peu ce qui l'arrange, parfois en fonction de sa propre sensibilité, parfois en fonction des situations, et ce qui vaut à l'échelle d'un individu vaut à l'échelle peut-être d'une équipe ou d'un groupe, peut-être à l'échelle d'une école, et puis à l'échelle peut-être d'une région, d'un pays, sur vraiment à chaque fois des niveaux et des curseurs sur chacun de ces éléments-là qui peuvent être difficiles à évaluer et à mesurer. On voit bien que les influences, y compris chez des designers français, ils ne sont français que parce qu'ils sont nés en France. On ne sait pas ce que ça veut dire, en fait, le design français, tout comme on ne sait pas ce que ça veut dire aujourd'hui le design anglais. Ou alors, je me pense... Je me trompe peut-être beaucoup, mais voilà, j'ai pas l'impression qu'il n'y a que des modèles culturels, en tout cas. À Brest, on trouve plus facilement du Queen Yaman qu'à Roubaix. En tout cas, ça, c'est certain. Voilà. Et peut-être qu'à Brest, on envisage plus facilement de redesigner le Queen Yaman qu'ailleurs. Oui, parce que le design, c'est culinaire aussi. Du coup, je ne sais pas si on répond tout à fait à
à la question, ou en tout cas au point sur lequel Dorothée était en train je ne sais pas si on répond assez bien à ta question. Ça va? Non, j'ai cité les ateliers viennois, en fait. C'était le cas de Vienne que je citais. Mais j'ai tellement mal prononcé que tu n'as pas compris. C'est très vexant, Dorothée. C'est Werkbund. Mais justement, par rapport aux premières images que tu nous montrais du Bauhaus, que ce soit Weimar ou Dessau par la suite, hein, enfin, voilà, les différents foyers créatifs sur lesquels le Bauhaus, mais d'autres écoles aussi, parce qu'on ne parle effectivement que du Bauhaus, mais il y a beaucoup d'autres écoles en Allemagne qui finalement sont assez proches dans l'idée de réunir les ateliers en confrérie, et il n'y a pas qu'en Allemagne non plus. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, plus qu'en France à cette période, ces différents foyers s'ouvrent à la création venant de l'Est, venant du Nord. Donc forcément, les Pays-Bas, les Russes vont beaucoup, comment dire, apporter au Bauhaus sans que jamais, ni les équipes pédagogiques, ni les étudiants, à part certains qui vont faire, qui vont tout simplement se laisser, comment dire, extraire de l'école par Van Doesburg, qui est pas loin, hein, qui est dans les parages à un moment donné au tout début du Bauhaus, et qui finit par créer une autre école presque concurrente. Il n'y a pas eu une absorption radicale des principes, mais toujours comment dire, une assimilation, parfois peut-être un peu opportuniste, ou en tout cas toujours assez sensible sans doute dans les créations. Et c'est la même chose en Italie, mais peut-être à une échelle différente. Il y a d'autres foyers à Milan et ailleurs où on s'aperçoit que, même s'ils sont beaucoup moins connus que ceux qui ont animé le Bauhaus, ben finalement, eux aussi, dès lors qu'on accueille des artistes étrangers, ben il se passe des choses, on assimile des éléments de vocabulaire, et puis on se lance aussi dans des démarches, on va dire, de test. Ça a été beaucoup plus difficile à mettre en œuvre en France. Il y a un autre niveau, une autre manière de répondre à la question de Dorothée, qui est plus doctrinaire. C'est qu'il me semble que, justement, la réduction énorme de l'enseignement des arts appliqués en France au niveau élémentaire a des conséquences absolument dramatiques sur le quotidien dans lequel nous vivons. Je vais prendre des exemples très simples. Il y a certains pays où quand vous allez vous commander une enseigne pour un magasin, la personne qui fabrique l'enseigne, qui ne fabrique pas celle qui la dessine et qui la commande, a encore la culture de la composition graphique parce que cela lui a été enseigné. Ce n'est absolument plus le cas en France. Et ça, c'est dramatique dans la vie au quotidien. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'en fait, moi, je place l'enseignement des arts appliqués dans ses dimensions esthétiques comme quelque chose d'extrêmement important pour justement, je dirais, que dans le quotidien, en fait, toutes ces questions soient présentes, y compris dans les choses auxquelles nous n'attachons pas d'importance, mais que nous utilisons au quotidien. Et je pense que s'il y a un gros problème en France, c'est justement cet enseignement des arts appliqués, mais au niveau élémentaire, c'est-à-dire, quand je dis élémentaire, c'est-à-dire au niveau du collège ou du lycée. Et je pense que c'est un vrai drame, en fait, parce que dans les fonctions, je dirais, dans les professions qui, justement, influent sur la quotidienneté de celui qui, par exemple, je ne sais pas, pensons au mobilier urbain, ou des choses comme ça, c'est-à-dire que, y compris, on ne demande pas au mobilier urbain, par exemple, d'être dessiné par des génies, en réalité. On s'en fiche pas mal. Et le problème, c'est que le mobilier urbain courant est dessiné par des gens qui n'ont aucune culture de ce qui était enseigné initialement dans cette question des arts appliqués. Je pense qu'il y a des différences, effectivement, dans les pays liées à l'enseignement qui ont des causes sur l'environnement au quotidien.
Et ça, c'en est une. Et je pense que pour ça, on n'est pas très bien placé en France. Et que ce n'a pas été le cas tout le temps. Notamment parce qu'il y avait des tas d'enseignements, y compris des enseignements municipaux, des écoles d'art municipales, des enseignements professionnalisants aussi, c'est-à-dire aussi parce qu'il y avait des nécessités d'avoir ces enseignements professionnalisants, où cette question des arts appliqués, en fait, était aussi traitée. Et quand on regarde l'itinéraire de certains professionnels, on se rend compte qu'ils passaient aussi par là. Voilà. Alors ça fait peut-être aussi la différence avec... enfin, je ne sais pas, quand on voyage, on est quelquefois un peu étonné de la qualité de certaines choses banales dans le quotidien. Et je pense que peut-être cette question de l'enseignement au niveau élémentaire, de ces questions-là, elle est un peu défaillante. À quoi on donne accès aux plus jeunes, que ce soit chez nous ou ailleurs, pour quelles répercussions dans l'usage de ce à quoi ils auront eu accès. C'est assez, oui, c'est un constat qu'on n'est pas les premiers à faire, hein, et on se pose aussi des questions à l'échelle ministérielle, notamment sur la réintroduction de l'enseignement du dessin dans les niveaux inférieurs, ce qui a été quand même un des grands comment dire, chevaux de bataille du ministère de l'Instruction publique et des Beaux-Arts à l'époque, donc à la fin du 19e siècle, et qui a eu des effets concret, hein, de toute façon, dans l'évolution de la qualité des productions et surtout, ben voilà, observer, reproduire, projeter, sont des choses qui, à l'heure des digital natives, du swipe sur un écran, forcément se perçoivent plus du tout de la même manière. Et la question du design ou des arts appliqués dans les enseignements des classes inférieure, elle est quasi absente. Elle est dans les programmes d'histoire des arts réservés à un petit encart intitulé Les arts du quotidien, alors que le design peut certes jouer un rôle fondamental dans le quotidien, on espère d'ailleurs qu'il pourra encore jouer un rôle important dans le quotidien. Il fonctionne, on a souvent tendance à considérer, sans doute à juste titre, qu'il fonctionne bien quand on ne le voit pas, mais il a aussi un rôle assez important pour nous permettre de sortir du quotidien. Il y a des périodes qui plus que d'autres, ou des contextes qui plus que d'autres nous invitent peut-être à pouvoir à nouveau sortir d'une certaine réalité, ou en tout cas d'un certain quotidien. La réalité, elle est toujours là, mais voilà. Mais oui, elle est effectivement réduite à pas grand-chose, et elle met tellement mal à l'aise les enseignants qui ne sont pas de la spécialité, qui ne se sentent pas légitimes de parler tout simplement du simple fait que la forme d'une chaise ou son poids simplement en termes de confort pour pouvoir s'attabler, se mettre à un bureau, etc., parler de confort, etc., ils ont l'impression qu'ils ne sont pas légitimes. Et donc voilà, ça retarde encore de beaucoup cette analyse de l'environnement dans lequel les plus jeunes vivent, alors que le design est omniprésent. Ce silence est bruyant. Est-ce que ça veut dire qu'on a fait le tour et que effectivement Oui, on a fait beaucoup de questions, beaucoup de réponses à la même question. Donc pourquoi s'arrêter là? Je voudrais en rajouter une, puisque le cas précisément portait sur France et Allemagne. Et donc ça me faisait penser à cette chose que les gens qui étudient le management appellent le management interculturel, quand il s'agit de réfléchir à comment travailler avec d'autres à travers ces différences culturelles entre la France et l'Allemagne. Un des trucs qui reviennent, c'est que le lien de l'autorité à la fonction n'est pas pensé de la même façon entre la France et l'Allemagne, semble-t-il. On dit, enfin, ces analystes-là disent que
l'autorité s'attache beaucoup plus à la fonction chez les Allemands et beaucoup plus à la personne chez les Français. L'exemple type étant le patron qui dit à son chauffeur « prenez par la rue de Rivoli ». En France, son chauffeur va dire « c'est vous le patron », alors qu'en Allemagne, il va dire « c'est moi le chauffeur ». Et effectivement, il endosse la responsabilité qui lui est aussi plus reconnue d'être celui qui est responsable de à quelle heure on arrive à l'endroit. Et donc c'est lui qui va décider s'il passe par la rue de Rivoli ou non. Et je pense que dans le design, on a ce genre d'enjeu aussi sur jusqu'où on laisse faire l'homme de métier. C'est pas seulement est-ce qu'il sait, est-ce qu'on lui a appris, c'est aussi qui est décideur, à quel moment, et jusqu'où on laisse, y compris l'homme de métier qui sait son métier, jusqu'où on le laisse décider pour ce qui concerne son métier. C'est encore un petit élément de réponse en plus. Ça n'exclut pas du tout les autres, mais je pense que ça s'y rajoute probablement. J'espère que je ne dis pas trop d'âneries sur l'interculturalité. Je voulais juste rebondir sur ce que tu viens de dire. Et je me pose la question de, finalement, est-ce que c'est pas lié aussi, d'une part, à cette espèce de hiérarchie qu'on a fait entre les arts majeurs et les arts mineurs, et qui fait que aussi, au bout d'un moment, il y a eu le primat de l'intelligence sur la main, et qui a fait que aujourd'hui, il y a une scission entre c'est toi qui fabriques et c'est moi qui conçois. Tu vois, je me pose cette question-là. C'est une remarque. Alors, elle n'a pas été uniquement dans ce sens-là, mais c'est toujours peut-être un peu plus ponctuel, hein, mais dans les échanges qu'il peut y avoir, notamment historiquement dans ce qui a pu avoir lieu à l'Ansette, on a des dessinateurs textiles qui conçoivent une forme, un motif, un ornement. On a des metteurs en carte qui traduisent, parfois, et idéalement, c'était l'objectif de l'école, on apprend aux dessinateurs à justement faire du lisage, à être dans la lecture et puis dans la projection, donc de comment va fonctionner le métier jacquard derrière. Et puis après, on a ceux qui, effectivement, exécutent. Il y a pu avoir autant de moments où certaines personnes, selon le modèle et le niveau d'études visé, pouvaient traverser absolument toutes les étapes en étant maître de chacune d'elles, que effectivement d'autres niveaux traversés avec des certifications différentes, restreignant certains à la création de motifs et d'autres à l'interprétation et à l'application tout simplement de ce résultat. Et donc avec des savoir-faire qui effectivement sont pourtant très très exigeants d'un côté et de l'autre. La question est est-ce que quand on est un technicien expert dans la maintenance ou dans la mise en route tout simplement des machines, est-ce qu'on était moins bien payé que quand on était dessinateur textile dans un cabinet parisien? Derrière, niveau d'exigence qui est proche tout simplement donc du niveau d'ingénieur, hein, qui était visé en partie tout simplement, et puis qui sanctionnait tout simplement la fin des parcours de certains étudiants, n'était pas aussi tranché. Et alors certes, on n'est pas dans l'exécution pure et simple, mais quand même dans l'application avec un niveau de maîtrise très très élevé qui n'était pas pour autant aussi simple. Et je pense que des exemples dans d'autres domaines peuvent aussi exister. Pas que parce que effectivement le textile est très spécifique. Mais c'est vrai qu'il y a encore ça. Il y a quand même une vision inférieure entre mettre la main, se salir les mains ou juste penser. Côté architecte, ça ne doit pas être évident d'ailleurs. Quelle est la nature, je dirais, palpable, physique? Alors, il y a une maquette, mais elle
maquettes, elles sont de moins en moins pratiquées, ou je me trompe? Elles sont toujours pratiquées. D'accord. Pardon. Même masqué, j'ai compris ce qu'il voulait me dire. Mais on reste quand même dans voilà, un type de manipulation qui est de l'ordre de la projection en grande partie, et pas de la construction et de la fabrication concrète de l'objet. Je ne sais pas si les architectes ont tous mis la main à l'œuvre en termes de maçonnerie ou de branchage ou Ouais. Ouais. Et oui, mais c'est lié au même problème. Et qu'est-ce qui fait que l'architecte, sans l'avoir pratiqué lui-même, sait comment on fait? Parce qu'il l'a appris. Mais il l'a appris, donc c'est uniquement sur le plan théorique? Ou ils l'ont pratiqué? Non, il n'a pas pratiqué, mais il l'a appris déjà à l'école, mais pas plus sur le tas d'ailleurs. Plus sur les chantiers au fur et à mesure de l'évolution. Et c'est là où il y a un aller-retour où l'entreprise ou l'ouvrier apprend autant à l'architecte au début que l'architecte essaye d'obtenir. Et puis au fur et à mesure, il arrive à préciser. Je prends effectivement, je reviens sur les calpinages de briques. C'est un truc aujourd'hui, on demande à un maçon un mur, pas anglais, il ne saura pas ce que c'est. Donc il faut lui montrer. Et cette perte des savoir-faire est terrifiante. Bien. On en reste là sur cette journée, sur une perte de savoir-faire terrifiante et qui peut-être sera démentie dans quelque temps ou par d'autres, mais en tout cas, merci encore, cher Richard, de ta venue et de cette intervention. Merci à vous tous de votre attention et de votre réactivité. Bien entendu, nous vous invitons à nous retrouver demain, pour ceux qui le peuvent, pour la suite du programme qui, elle, sera davantage concentrée sur l'histoire de l'école même. Et nous serons ravis, du coup, d'entendre Gilles Neveu, ici présent, qui, effectivement, aura l'occasion de revenir lui-même sur son rôle sur le lieu du crime, pourquoi pas, mais en tout cas... Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous et à très bientôt, j'espère. Voilà.